Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui donc sur la chaîne S'aimer Plus pour une quatrième interview de personnalités inspirantes. Donc vous le savez, j'ai lancé cette année cette catégorie-là qui est très importante pour moi et qui a pour objectif de vous apprendre grâce à une méthode de PNL qui s'appelle la modélisation à vous approprier des compétences. Ici, on va parler d'entrepreneuriat au sens large donc avec Cyril Capel, que je vais laisser se présenter d'ici quelques secondes. Et le but, c'est justement de pouvoir nous-mêmes développer des compétences dans notre vie professionnelle, mais aussi personnelle, pour avoir justement plus de pouvoir personnel, plus de puissance de transformation intérieure. Et pour moi, en tout cas, tu me diras ce que tu en penses, Cyril, mais c'est vraiment en lien avec notre estime de nous-mêmes, parce que quand on estime la vie qu'on a, quand on estime les capacités qu'on a, on s'autorise à avancer et à déployer justement toutes nos compétences. Donc merci pour ta présence aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es et ce que tu fais? Eh ben d'abord, bonjour Chloé, bonjour à tous et toutes. Voilà. Merci de me recevoir. Je suis vraiment flatté de pouvoir participer à ça. Si mon parcours peut être inspirant, mais surtout utile, j'en suis très content. Et donc, pour me présenter, Cyril Capel, j'ai 45 ans. J'ai créé ma première entreprise à 23 ans, du nom des deux initiales, des deux cofondateurs en tout cas, de cette entreprise qui s'appelle CCLD, qui est devenue au fur et à mesure des années un groupe aujourd'hui en quasiment 150 personnes qu'on a revendu à un autre groupe en 2020. Mais je suis toujours associé à tout ça et on en parlera certainement ensemble. Qu'on a revendu à un groupe aujourd'hui qui est beaucoup plus gros que le nôtre, puisque avec ce groupe, il y a 3800 collaborateurs et c'est un groupe qui fait 1,7 milliard qui s'appelle Actual. Voilà. Incroyable. Je me rappelle quand j'allais dans tes bureaux, c'était pas 1,7 milliard. Ah non, non, bah le groupe, pour le coup, notre groupe à nous, enfin, en tout cas la partie CCLD, on faisait 15 millions d'euros. On était déjà très contents d'avoir créé une structure. Initialement, où on était deux à 150 personnes et faire 15 millions d'euros, on trouvait déjà chouette. Donc bah, aujourd'hui, être dans un groupe qui nous permet de faire quelque chose d'encore plus important, c'est super intéressant. Voilà. C'est incroyable. Franchement, moi, ça m'épate, c'est un truc de fou. Je sais pas derrière vos écrans, mais moi, je trouve ça incroyable. Et enfin, je ne saurais pas mieux présenter CCLD que toi, mais c'est une super boîte avec une super idée. Et ouais, quand tu le présentes et que tu dis que tu l'as créé à 23 ans, mais je crois que tu avais le projet déjà avant, si je me trompe pas. En fait, oui, c'est-à-dire qu'on a créé l'entreprise avec mon associé quand on était étudiant. On était tous les deux en fait des commerciaux hein, dans l'âme, mais on a fait des études à l'université. Et dans le cadre de nos études, on est rentré dans une structure qui s'appelait l'OFUP, l'Office universitaire de presse, qui vendait des abonnements magazines aux étudiants à tarif étudiant. Et en fait, dans le cadre de cette structure, on a recruté des étudiants qu'on a formés à la vente et qui sont devenus du coup des commerciaux, alors qu'à l'origine, ils ne l'étaient pas. Et on a pu voir des personnes, entre guillemets, éclore à l'intérieur de ça, alors qu'ils n'avaient pas du tout le profil, en tout cas, ils ne pensaient pas l'avoir, mais via nos formations, via notre suivi, via le travail qu'on menait avec eux, ça se passait plutôt très bien pour eux, et on a même réussi, et c'est ce qui nous a donné envie, en fait, de créer cette structure de recrutement au départ, parce que c'était une structure de recrutement et de conseil RH qui était très adaptée aux commerciaux. C'est cette expérience qui nous a donné envie de le faire, parce qu'on s'est dit, en fait, les comportements qu'on peut avoir sur le terrain, voilà, ou quand on peut aller les chercher en entretien, peuvent traduire les compétences qu'on va avoir auprès des personnes. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va vraiment parler encore une fois d'entrepreneuriat. On va élargir le truc. Le but, c'est pas de rester sur quelque chose de très précis parce que si vous n'êtes pas adepte du commercial, du recrutement, qui est un sujet très précis, mais tu vois, quand tu parles de ça, moi, je me dis à quel moment, quand tu as 23 ans, tu as l'idée de former des étudiants à commercialiser ou en tout cas à vendre pour créer ensuite une grosse structure. Enfin, et en fait, c'est de ça dont on va parler. Tu vois, comment tu as fait? Est-ce que avant, tu avais déjà cet état d'esprit-là? Est-ce que pour toi, c'est une façon de faire? Est-ce que c'est une manière d'être? Donc, c'est justement l'objet de cette interview. Avant, pour qu'on parte quand même un peu en entonnoir, tu sais, là, tu nous as présenté CCLD, puis Ad for Skills, mais est-ce que quand tu... Bah là, dans ta vie quotidienne, quand tu regardes ton parcours, tu as une sensation d'avoir je sais pas, peut-être une quête à réaliser ou une mission à travers ces entreprises ou d'une manière beaucoup plus large. Est-ce que ça te parle, cette notion-là, ou pas du tout?
Oui, oui, ça me parle beaucoup, hein, depuis tout petit. Je pense que j'ai cette envie et cette quête, voilà, en tout cas, c'était cette idée, le côté un peu big idea à mettre en œuvre, c'est que je suis convaincu que j'ai une capacité à enthousiasmer les autres dans mon mode de fonctionnement. Et en fait, ça fait très longtemps que je me dis que je veux développer et que j'ai toujours voulu développer ce que moi j'ai appelé des communautés d'engagement, voilà, mais des personnes qui s'engagent dans quelque chose parce que je suis convaincu que tout le monde peut avoir envie de s'engager dans quelque chose et j'ai ce truc-là, en tout cas je pense l'avoir, et je pense l'avoir eu assez tôt. Et c'est ce qui fait d'ailleurs quand je parlais de l'OFIP, là que je disais, je trouvais des personnes qui a priori ne savaient pas trop ce qu'ils avaient envie de faire, et en les formant et en les accompagnant, ils disaient ah mais c'est super ce que je suis en train de réaliser avec les autres. Et j'avais rendu le système utile, c'est-à-dire que c'était des abonnements magazines et je vendais pas des magazines de loisirs, je vendais que des choses qui étaient associées aux études. Voilà, donc ma volonté ici, c'était d'être utile pour les autres étudiants. Et le côté communauté d'engagement, bah, ça se traduit aussi dans un poste que je me suis créé. Moi, quand j'ai créé l'entreprise, j'ai très rapidement dit que j'étais pas un dirigeant, un cofondateur, un associé, parce que ça me perturbe ce genre de choses. J'ai très rapidement dit que je voulais être le hope de cette structure. Hope, c'est un acronyme que je me suis créé. C'est la chance de créer une entreprise, c'est qu'on peut se créer sa propre. Voilà. Hope, c'est Head of People and Enthusiasm. Voilà, parce que je suis convaincu que, mais comme le disaient plein d'auteurs, hein, rien de grand dans le monde ne peut s'accomplir sans enthousiasme. Et donc, comme je suis convaincu de ça, je suis sûr que, mais c'est une conviction, hein, après, on a le droit de ne pas la partager, mais je suis convaincu que chacun peut trouver à un moment donné une place et peut s'engager là où il va pouvoir se faire plaisir et réussir. Voilà, parce que pour moi, les deux vont ensemble, hein. Et en créant ce personnage de Hope, voilà, quasiment allez, peut-être 5 ou 6 ans après avoir créé l'entreprise, hein, parce que c'est ce que j'avais envie de faire, je me suis vraiment attelé à travailler autour de ça et me dire bah, chacun peut trouver une place et on peut accompagner cette personne à se trouver cette place où elle va se faire plaisir et réussir dans ce qu'il fait. Et je l'ai traduit dans une petite phrase qui m'accompagne encore aujourd'hui régulièrement, c'est faire de chaque collaborateur un collaborateur. Voilà. L'idée, c'est de se dire, on peut tous être acteurs de notre vie, alors que ce soit professionnel ou personnel, hein, ça fonctionne. Et je me suis bien engagé dans ces sujets-là. Enfin, quand tu me disais, est-ce que ça fait longtemps que, voilà, quand j'étais étudiant, j'ai créé une association de théâtre, parce que je faisais du théâtre et que je voulais absolument continuer à en faire avec mon collège, lycée. Et donc, on a créé une association pour que je puisse continuer à travailler avec eux. Et puis, bah, quand on se parle d'être acteur, etc., quand il y a des associations qui se sont créées, qui s'appellent 100 000 entrepreneurs à compétences égales, la cravate solidaire, entreprendre pour apprendre, etc., c'est des associations auxquelles j'ai très rapidement adhéré et sur lesquelles je me suis investi pour pouvoir avancer sur ces sujets. C'est intéressant parce que finalement, ce que moi j'appelle la mission ou la quête, c'est aussi ce qui t'a guidé à créer tout ça à différentes étapes de ta vie. Et donc toi, ta réponse à ça, bah, c'est oui. Moi, j'ai toujours eu cette sensation que mon enthousiasme pouvait créer des sortes de communautés d'engagement à différents niveaux pour différentes personnes. Et dans ton entreprise, dans tes différentes entreprises, ça s'est passé par effectivement faire en sorte que mes collaborateurs trouvent leur place dans l'entreprise ou dans leurs entreprises et que du coup ils puissent réussir et eux-mêmes créer des choses. Mais du coup, en fait, ta mission, c'est celle-là, c'est de te dire, en fait, j'ai ma place et ma place, c'est aussi de faire en sorte que mon enthousiasme, moi je me rappelle à l'incubateur quand tu nous présentais les couleurs, toi tu étais le jaune, ça m'avait bien marqué, Mm. ça m'avait trop marqué. Et donc justement, ton enthousiasme de jaune, une de tes quêtes, c'est d'attirer, de créer et du coup de donner sa place à chacun, c'est ça. Exactement. Avec une règle d'or derrière tout ça. La règle d'or, souvent, les personnes qui est utilisée, c'est fais aux autres ce que tu aurais envie qu'on te fasse. Parce que c'est la règle d'or un peu chrétienne, etc., enfin, qu'on peut trouver dans les religions. Et en fait, moi, ça fait très longtemps que je dis, en fait, c'est pas la vraie idée, ou c'est pas pour moi la bonne idée. La bonne idée, c'est de dire fais aux autres ce que eux auraient besoin qu'on fasse pour eux pour qu'ils s'engagent. Et c'est pas tout à fait la même chose. Tu vois, quand tu parles des couleurs, donc du disque, voilà, et des forces motrices, on est vraiment dans cette idée-là de se dire, on va faire aux autres ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent s'engager. Et tu auras des personnes autour de toi qui, à un moment donné, auront besoin que tu les mettes dans des défis personnels, professionnels. Tu en as d'autres qui auront besoin d'avoir des étapes claires pour pouvoir avancer. D'autres qui auront envie d'être utiles aux autres. Donc, comment est-ce que tu vas présenter les choses pour qu'eux se sentent utiles? D'autres qui, au contraire, ont simplement envie que ce qu'on fait ensemble, c'est chouette, quoi. On s'amuse, on s'éclate,
c'est super, c'est drôle. Voilà. Et donc, tout ça fonctionne de cette manière-là, avec malgré tout une idée qu'on retrouve chez tout le monde. Et donc, c'est là où il faut réussir à raccrocher les personnes, c'est comment est-ce qu'on va être, voilà, ou réussir ensemble à faire quelque chose, un projet, en tout cas travailler sur un projet commun. C'est pour ça que je te parle de communauté d'engagement, c'est que je suis convaincu qu'on peut rapprocher les personnes à un moment donné. Et quand j'avais créé le CCLD au départ, notre leitmotiv, alors que c'était un cabinet de recrutement, on peut se dire, OK, c'est toujours du recrutement, quoi. Ben non, j'avais écrit créer des rencontres qui font de la réussite. Voilà. Pour moi, c'était ça, le système qu'on était en train de faire. On crée des rencontres qui créent de la réussite pour les différentes personnes. Ok, et donc ça, c'est cette mission-là, cette envie-là qui t'a permis, toi, d'entreprendre, donc dans ces idées d'entreprise, mais dans ta vie en général. Et justement, pour rentrer davantage dans le sujet de l'entrepreneuriat, entreprendre sa vie, hein, puisque c'est le nom de cette interview, est-ce que toi, tu vois, si on met CCLD, Act for Skills de côté, moi j'ai déjà quelques éléments de réponse, mais je te laisse les donner, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as réussi à entreprendre grâce à cette capacité-là? D'autres choses que tu as pu manifester, créer dans ta vie, qui pour toi sont de l'ordre de... Enfin, dans ton champ lexical, il y a beaucoup d'entrepreneuriat, il y a de l'action, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'engagement. On est vraiment dans la création, dans l'innovation presque. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as pu innover grâce à cette compétence d'être et d'agir? Alors, innover, je sais pas. Même un peu sur un certain nombre de choses, hein, puisque j'ai créé des référentiels de compétences autour du mot respect, etc., pour entraîner les autres autour de ce type de système. Mais l'exemple que j'aurais envie de te donner, parce que pour le coup, il me parle beaucoup en ce moment, c'est que j'essaye de transmettre aussi à ma propre famille cette culture de l'entrepreneuriat, d'être acteur, etc. Alors j'ai trois enfants, hein, de 22, 19 et 13 ans. Voilà, j'ai eu le premier avec ma première entreprise la même année. Et justement, lui, j'ai essayé de lui donner le goût aussi, je pense, de l'entrepreneuriat. Et on a créé ensemble un pub à Vienne. C'est lui qui le dirige, qui le gère. Voilà, c'est un pub autour du vin, hein, qui est un lieu, alors on appelait ça le No, ça veut dire lieu original, épicurien, nourrissant et ouvert. Voilà, c'est un acronyme. C'est lui aujourd'hui qui gère cet établissement justement en mode lieu qui accueille des talents, des personnes qui viennent chanter, qui viennent faire différentes choses dans une petite ville, parce que Vienne, c'est 30 000 habitants, donc c'est vraiment une petite ville, mais en mode local, son pub est en train d'avoir une jolie reconnaissance et il est en train de faire découvrir des talents, aussi bien, et ça rejoint le côté théâtre hein, que j'avais pu faire à un moment donné, aussi bien des talents, allez, comment on va les appeler, stand-up, théâtre, impro, que des personnes qui viennent chanter parce que il arrive aujourd'hui à avoir une jolie salle qui permet de faire des spectacles où il y a entre 40 et 50 personnes pour le public. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as pu apprendre justement à ta famille ou à d'autres personnes, ou même toi à titre personnel, dans cette façon d'entreprendre sa vie, peut-être dans ton passé ou même actuellement? Une chose que j'aime bien dire dans ce que l'entrepreneuriat m'a appris, c'est que, parce que ça fait très longtemps que je parlais d'optimisme, bon, j'ai beaucoup travaillé autour des sujets d'optimisme, et pendant très longtemps, les personnes m'ont reproché d'être, de dire l'optimisme et de me dire, non mais Cyril, t'es perché quand t'es un optimiste, tu penses que tout est beau, tout est rose. Et en fait, ça fait très longtemps que j'ai dit, ben non, je suis un optimiste, mais je suis pas béat, je suis pas dans la béatitude, je suis pas un optimiste qui va se dire, les choses, elles vont tomber du ciel et tout va bien se passer. Et souvent, j'utilise les trois phrases là, que je vais donner en disant pourquoi je suis un optimiste non BA, voilà, ou j'utilise un optimisme non BA. Un, parce que je pense qu'il faut pouvoir à un moment donné accepter ce qui est, voilà, et l'optimiste, on pourrait dire, il n'accepte pas toujours ça, mais moi je l'accepte, c'est-à-dire que ce qui est et ce qui se passe, je l'accepte, voilà, je vis le moment présent. Par contre, je suis en mode, je peux changer ce qui peut l'être. Donc, accepter ce qui est et changer ce qui peut l'être. Après, tout ce que je fais, je le fais en me disant, il y a des pépins dans la vie, on en a tout le temps. Voilà. En revanche, j'ai toujours en tête, on peut faire de chaque pépin une pépite. Et cette phrase-là me suit depuis très longtemps. Je pense que d'ailleurs, on avait déjà dû se la dire ensemble. Voilà. Parce que c'est une phrase qui me suit depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois un endroit où il y a un problème et où la personne le vit comme un problème, une croyance limitante, une difficulté, etc., je me dis, attends, ça c'est ton problème à toi. Tu le ressens comme un problème.
comment est-ce que tu peux faire de ce problème une force vis-à-vis des autres. Et la troisième chose que je me dis aussi depuis très longtemps, c'est que avant de vouloir dire aux autres de changer, il faut l'être soi-même. Et donc, c'est cette fameuse phrase qui dit être le changement que je voudrais voir dans le monde. Et ces trois phrases-là, hein, accepter ce qu'il y a et changer ce qui peut l'être, faire de chaque pépin une pépite et être le changement que j'aimerais voir dans le monde, c'est vraiment trois éléments qui me suivent sur le côté être acteur, justement, et entreprendre. C'est vraiment ces trois phrases qui, à chaque fois, me servent un peu de mantra, voilà, dans mon mode de fonctionnement. Et j'ai l'impression que du coup, ça répond en fait à la question, parce que j'allais te la poser, de pour toi, c'est quoi entreprendre? Mais en fait, j'ai l'impression que c'est ça la réponse, c'est que pour toi, c'est être acteur dans sa vie, agir, accepter les choses, mais toujours choisir, comment dire, de faire donc du pépin une pépite et de transformer ce qui est un problème en une solution, en tout cas de voir l'issue. Et dans l'optimisme, tu avais aussi, j'accepte ce qui est, mais tu disais quelque chose derrière. Mais je me mets en mouvement pour changer ce qui peut être. En fait, il y a une phrase qui est connue, alors je crois que c'est Marc Aurèle, mais à chaque fois, bon, les citations, voilà, qui dit, faut que je la ressorte, mais c'est que la force me soit donnée, il faut juste que là je la remette dans l'ordre, hein, donc en même temps je réfléchis, c'est que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Voilà, ça y est, j'étais en train de me la remettre dans l'autre. Mais c'est exactement ça. En fait, quand cette phrase a été donnée, sur le côté euh, accepter ce qui est et changer ce qui peut l'être, tout était dit dans une seule phrase, quoi. Ok. Et donc pour toi, entreprendre sa vie, du coup, en termes de comment est-ce que je le vis au quotidien, c'est ça, c'est être acteur de sa vie, être optimiste en acceptant ce qui est, mais en ayant le courage de le changer, regarder la solution plutôt que le problème. Et la troisième chose que tu donnais, c'était euh, Être, être le être changement le changement. que je veux voir dans le monde. Exactement, que ça commence toujours par soi. Et une chose aussi que je fais par rapport à ça, être le changement que je veux voir dans le monde, une des choses que régulièrement je mets en œuvre, c'est que je trouve que le monde est compliqué. Voilà. Les personnes sont en face de tas de problèmes compliqués. Voilà. Et régulièrement, je leur ressors la phrase de Léonard de Vinci qui dit la simplicité, c'est la sophistication suprême. Face à toutes ces difficultés, comment est-ce que je peux simplifier le problème? Et l'entrepreneur, il a cette qualité, en tout cas, j'ai le sentiment, à force d'en rencontrer un certain nombre, c'est qu'il y a un point A, il y a un point B, et il va se dire à un moment donné, comment est-ce que je peux faire le plus rapidement possible ou le plus simplement possible pour passer de ce point A à ce point B, et pas forcément être en train de passer par des tas de chemins différents. Et pourtant, il aura fait le chemin dans sa tête, le chemin potentiellement compliqué pour y aller, mais il va mettre en œuvre ce qu'il faut pour y aller de manière la plus simple possible. Ça marche pareil en communication. Quand on communique ses idées, si on arrive à les communiquer en 3 points, voilà, en mode démonstration, on les communique de manière beaucoup plus habile vis-à-vis des autres. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, pour moi, est important dans la partie de l'entrepreneur, dans son mode de fonctionnement. Et il y a deux questions qui me viennent quand je t'écoute. La première, c'est est-ce que on peut tous être des entrepreneurs de notre vie, même sans être entrepreneur? Et même, j'irai plus loin, c'est que, enfin, c'est quand même très intéressant, mais ça pose la question de, ok, bah, il est bien marrant celui-là, mais par rapport à ses critères socio-démographiques, peut-être à l'éducation qu'il a reçue, bah, peut-être qu'on peut pas tous être comme ça par rapport à ce qui nous arrive dans la vie. Alors, après, l'idée, c'est pas de trouver une vérité ou de faire un débat, hein. Enfin, là, c'est ton interview, donc c'est ta carte du monde et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est pas que ce soit vrai, mais ça me donnera une réponse. Première question. Deuxième question, est-ce que cet état d'esprit-là, tu l'appliques dans tous les domaines de ta vie ou est-ce que c'est propre à le domaine professionnel et familial, par exemple? Ok. Alors pour la première question, euh, tu as raison. J'allais te dire, après c'est mon point de vue. Donc voilà. Pour moi, c'est pas une question effectivement de critères socio-démographiques. Pour le coup, souvent on se dit d'ailleurs un entrepreneur, il a fait une grande école de commerce, il a fait ci, il a fait ça. Moi, je suis issu de quartiers dits prioritaires, difficiles. Voilà, je suis né aux Minguettes à Vénissieux. Donc les gens qui connaissent ce type de quartier, ça va leur parler. J'ai Donc été dans le tram direction Vénissieux. Je vois de quoi tu parles. Voilà. Et donc, moi, j'ai vécu jusqu'à 15 ans
à Vénissieux. Donc, mon papa, il est employé de mairie. Ma maman, elle était assistante de direction dans un groupe. Enfin, au départ, elle était sténo-dactylo, hein, donc elle a évolué à l'intérieur du même groupe. Donc, je suis pas du tout, au départ, on va dire, prédestiné à créer une entreprise qui, à terme, ferait entre 15 et 20 millions d'euros, quoi. C'est pas du tout ce système-là. En revanche, si je dois parler de moi, jeune, j'ai plutôt toujours été très axé. Et même si je me suis toujours beaucoup amusé, tu vois, tu disais que je suis un peu le jaune de service, voilà. J'ai toujours été plutôt très axé malgré tout sur mes études et j'ai eu de grandes facilités. Il faut aussi se le dire. Enfant, à Vénissieux, pour le coup, j'ai toujours été premier de ma classe, etc., avec des facilités assez fortes au niveau de l'école. Voilà. Et ce système-là m'a malgré tout permis, tu parlais tout à l'heure sur le côté confiance en soi, ça m'a malgré tout permis de travailler ma confiance en moi à ce moment-là, parce que bah, tout ce que je faisais, j'avais plutôt tendance à le réussir. Et donc, bah, quand tu es dans cette dynamique-là, tu te dis qu'à un moment donné, rien ne peut t'arriver. Et où tu pourras toujours rebondir, toujours réussir à faire ce que tu vas faire, etc. Et quand j'ai créé mon entreprise à 23 ans, alors que j'allais être papa quasiment en même temps, hein, puisque j'apprenais les deux choses en même temps, je me suis pas dit que ça allait pas marcher. Je l'ai fait dans l'instant, faire d'un pépin de pays. Je me suis plutôt dit, bon, je suis jeune, je suis étudiant, je mange des pâtes déjà tous les jours. En créant mon entreprise, je vais continuer à manger des pâtes parce que je vais pas pouvoir me payer les premières années, c'est une quasi-certitude, et c'est ce qui s'est passé, hein. Donc, je vais continuer à manger des pâtes et ce sera pas grave, puisque de toute façon, je n'ai pas un niveau de vie qui va me permettre de. En revanche, je me suis dit, dans 20 ans, vu mes capacités, si je deviens salarié, j'aurais peut-être acquis un niveau de vie intéressant et j'aurais peut-être eu le courage de monter une entreprise. Et à l'époque, je l'ai monté, on peut se dire en mode un peu inconscient, mais en réalité, j'étais très conscient de ce que j'étais en train de faire. Il y avait un risque, mais le risque était malgré tout mesuré parce que j'étais étudiant. Voilà. Et que, Hmm. c'était pas très grave. Mais pour me payer mes études, j'ai toujours travaillé à côté de mes études, hein. C'est-à-dire que je n'ai que 5 années où je suis salarié dans toute ma vie, jusqu'à à 45 ans. Voilà. Ces 5 années, c'est les 5 années où j'étais étudiant. Ok. Et Le en reste, même temps, j'ai été dirigeant. il y a un élément qui me paraît important dans ce que tu dis quand tu parles de quand tu as créé donc, ta première société, quand tu étais étudiant avec ton associé, c'est cette vision. Tu avais quand même une vision des prochaines années à venir, alors peut-être innocente ou inconsciente, je ne sais pas comment tu la qualifierais. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir une vision, c'est important pour toi dans le fait d'entreprendre les choses ou pas forcément? C'est plutôt la façon de voir les choses aujourd'hui. Alors, tout dépend ce qu'on appelle une vision. Si on se dit qu'on a une vision de son entreprise dans 20 ans, ça peut être intéressant. Il y a des personnes qui ont besoin de ça pour avancer. Voilà. Moi, c'était pas forcément mon cas. Voilà. De mon côté, ma vision, c'était de me dire comment je vais être utile à l'intérieur de cet écosystème, pour le coup, là, qui était les RH. Mais ça aurait pu être utile à des tas d'autres choses, hein, voilà. Et ça, c'était mon envie. Voilà. Et c'était mon moteur. En fait, tu vois, j'ai un peu un schéma dans ma tête quand tu parles où j'ai un schéma pour les entrepreneurs, j'allais dire concrets, qui ont une idée, qui ont une entreprise à développer, et ceux qui ne le sont pas, et qui ont envie d'écouter ton interview en se disant, tiens, un entrepreneur qui a des super idées, comment est-ce que moi je peux me l'approprier? J'ai un peu l'impression que ce schéma, c'est déjà un état d'esprit optimiste à développer dans le sens être acteur de sa vie, faire le choix de se mettre en mouvement alors qu'on pourrait se plaindre de tout, s'inquiéter de tout et prendre chaque problème comme un gros pépin sans issue. Mais en fait, bah justement, donc tu l'as dit, hein, développer cet optimisme, ce côté comment est-ce que je peux agir face au changement et transformer le problème en une issue. Plus pour les entrepreneurs ensuite, une idée dans laquelle généralement, en tout cas, toi tu t'en parles beaucoup comme ça, j'ai envie d'être utile aux autres. Et du coup, bah, cette idée-là, je vais la différencier avec cet état d'esprit qui m'aide déjà donc à transformer les problèmes. Enfin, je sais pas si c'est On est au bien sens. d'accord. C'est très bien résumé. Ouais. Ok, trop trop cool. C'est hyper intéressant les deux réponses que tu viens de me donner concernant tes comportements quand bah justement tu entreprends ta vie mais que du coup tu réagis face au stress ou face aux situations conflictuelles. Tu as dit donc du coup la première chose que je fais c'est j'éteins tout, je coupe le signal, je disparais, je prends du recul.
C'est très intéressant parce que en programmation neurolinguistique, pour le coup, donc il y a différentes notions, mais il y a notamment celle de ce qu'on appelle les positions perceptuelles. Et parmi ces différentes positions, c'est-à-dire les différents angles de vue qu'on prend par rapport à une situation, il y a ce qu'on appelle la position méta, qui est aussi la position P3. Et donc c'est celle où en fait on se coupe complètement de la scène. Euh, J'osais pas en parler, ah, mais ok, c'est bah, effectivement ce que je fais. super, Voilà. bah, génial. Ok, on se comprend, c'est exactement ça. Donc pour les personnes qui nous regardent, ce qui est super intéressant, ça on le fait beaucoup en exercice, c'est vraiment je suis le fameux laveur de vitres qui passe par là et qui regarde la situation ou la passante ou peu importe. Et en fait, je prends du recul pour voir les choses. Et ce que je trouve encore plus intéressant, alors ça c'est vraiment, je l'avais jamais entendu, c'est en fait j'identifie quels sont les éléments problématiques pour ne pas les citer par les personnes qui pourraient poser problème et je vais leur poser des questions. Quel type de questions tu leur poses? Et enfin, j'allais dire, quel rôle tu prends pour leur poser ces questions? J'ai presque l'impression que tu y vas en mode archéologue qui prend des informations, mais peut-être que je me trompe. Comment tu fais? Non, non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en règle générale, quand je vais les voir, j'explique que soit une dernière conversation, soit quelque chose qui m'est arrivé, soit voilà, est en train de poser ou pour moi m'a posé un problème. Donc je suis très factuel pour le coup. Voilà. Et en fait, derrière, je demande à la personne ce qu'elle en pense. Voilà. Qu'est-ce qu'elle voudrait faire, elle, dans l'idéal. Donc je suis vraiment dans cette position-là. Et du coup, comment est-ce qu'ensemble, on peut potentiellement trouver une solution à ce problème-là? Et c'est drôle parce que c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais étudiant, donc à l'OFUP d'ailleurs, parce que ça faisait partie des techniques, ça s'appelle le FOCA, hein, c'est des techniques de découverte Voilà. Et c'est cette manière que j'utilise pour traiter en règle générale ce problème-là. Et c'est drôle quand tu dis j'éteins tout parce que c'est l'expression que j'utilise tout le temps quand je le fais. C'est-à-dire, j'utilise l'expression, mais c'est quelque chose, c'est pareil, hein, c'est des ancrages que je me suis créé tout seul. Je dis j'éteins tout et tout s'allume. Voilà. Et c'est vraiment à ça que ça me sert quand je me mets en position comme ça. Et quand je te disais que c'est lié à mon enfance, c'est que je pense que c'est vraiment lié au fait que quand j'étais enfant, j'étais mais très, très, très timide. C'était maladif, hein, cette timidité. Et je me créais des conversations, voilà, tout seul, etc. Et un peu plus tard, je me suis dit, en fait, plutôt que de les faire tout seul, tu dois pouvoir à un moment de les faire avec les vraies personnes. Donc c'est comme ça en fait que ce système s'est mis en œuvre. C'est génial, franchement, c'est... Enfin, moi, je trouve ça génial parce que j'ai l'impression que c'est un peu, tu vois, des exercices de coaching grandeur nature. Alors moi, je me dis, oh là là, c'est trop, trop bien, hyper intéressant. Mais en vrai, tout le monde devrait le faire. C'est vrai que entre-temps, bah, il y a la gestion du stress, les émotions, mais... Et souvent, tu sais, je sais pas si ça te rappelle peut-être des gens, mais souvent, quand les gens disent, bah, moi, je coupe tout, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, je dis plus rien, c'est souvent dans le sens... je suis plus capable de donner une réponse et je me renferme sur moi. Mais Mm. dans ta façon de le dire, j'ai presque l'impression que c'est plus, bah, je traite ce que j'ai à traiter personnellement. Je sais que je vais pas donner la bonne réponse en étant en P1. Donc P1, c'est moi en tant que Cyril Ah, Capel, en d'autres termes. mm. Et donc, du coup, je vais regarder la situation autrement, de plus loin, de plus haut. Et après, je vais poser des questions presque comme si c'était pas toi et que tu n'avais pas d'intérêt personnel dans la situation. C'est exactement l'idée, hein. C'est-à-dire que j'essaye d'éviter que ce soit l'ego qui vienne, ou mon ego qui vienne répondre ou qui vienne comprendre. J'y vais plutôt effectivement toujours en me disant, c'est Hope. En fait, je me cache derrière mon personnage hein, quand je fais ça, hein. Voilà. Quand je le fais, c'est que je me dis, c'est Hope, voilà, le personnage que je me suis créé depuis très longtemps, qui vient justement pour comprendre où se situe la difficulté et comment je vais réengager l'autre à l'intérieur du système auquel je crois. Voilà, Trop en bien. règle. C'est hyper intéressant. Enfin, vraiment, moi, je trouve ça vraiment excellent parce que pour le coup, ça nous donne même une réponse sur un autre plan. Et c'est une réponse pour vous, donc les personnes qui me regardaient. Donc là, pour Cyril, c'est Hope, donc c'est la personne, j'ai l'impression, enfin, je sais pas comment tu le décris, mais c'est celui qui crée des communautés engageantes. Donc il y a presque un côté, presque moi idéal, qui, Ah, ouais, bien sûr. un peu, nous en hypnose, c'est un peu l'archétype du vieux sage, hein. C'est le côté, Mhm. le vieux sage qui a les ressources et qui est au-dessus de tout ça.
Et en même temps, du coup, vous qui m'écoutez, c'est pas forcément Hope qui va arriver, mais ça peut être, moi, c'est ce que j'appelle la déesse intérieure. C'est la version de moi la plus porteuse de sens, la plus évoluée. Et vous pouvez vous la créer, en fait. Enfin, moi, littéralement, visuellement, je me crée une déesse trop belle avec des super boucles d'oreilles, parce qu'il y a tout le temps des très belles boucles d'oreilles, les déesses. Très bien. Et voilà, et c'est en fait une identité que là, pour le coup, Cyril prend et qui est utile pour lui parce que du coup, il sort de sa position. Je vais essayer de le schématiser. Imaginons que ça, ce soit le problème et que dans le problème, il y ait deux personnes, dont Cyril. Bah, à ce moment-là, il va prendre du recul. Donc, il prend du recul, il est plus totalement, entre guillemets, dans sa position de moi, je rencontre un problème avec machin truc, mais en fait, je suis dans la position de recul, donc je regarde de loin. Et ensuite, quand je reviens poser des questions, c'est pas totalement moi qui reviens, c'est plutôt, entre guillemets, une de mes identités. On n'est absolument pas dans la schizophrénie ou dans les personnalités multiples, on n'est pas du tout dans ce truc-là, on est plutôt dans, il y a une partie de moi qui est Hope, qui est cette personne la plus évoluée, la plus porteuse de sens, qui va m'aider à ce moment-là à résoudre le problème. Parce que si je le fais, entre guillemets, en tant que moi-même, donc c'est-à-dire avec mes croyances, avec mes peurs, parce que, a priori, tu as aussi des peurs et des croyances limitantes, Évidemment, comme tout le monde. je pense, bah, c'est là que effectivement ce que toi t'appelles l'ego risque de fausser les choses. Est-ce que ça marche tout le temps déjà? Est-ce que tu as, je sais pas, des subterfuges parce que des fois, voilà, quand même les peurs ressortent. Et comment tu fais quand les personnes ne veulent pas changer ou ne sont pas coopératives? Alors, est-ce que ça marche tout le temps? La réponse est non. J'aimerais que ça marche tout le temps, mais on finit. Ça arrive toujours qu'à un moment donné, avec des personnes, ça ne fonctionne pas ou que on n'arrive pas à s'entendre sur un certain nombre de choses, etc. Donc, euh, quand ça arrive et quand vraiment je suis face, on va dire, à un mur, voilà, je l'exprime en règle générale à l'autre, ou je me l'exprime à moi-même, voilà, à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, je vais dire à l'autre, écoute, je ne suis pas à l'aise dans cette situation parce qu'à un moment donné, voilà ce que ça m'a provoqué. Je comprends que toi, tu n'aies pas du tout les mêmes idées que moi et qu'on ne soit pas OK avec ça. Donc là, je vais vraiment sur la partie tolérance, c'est-à-dire comme je suis quelqu'un comme ça très tolérant. Donc j'ai aucun problème à accepter à un moment donné. C'est pour ça que je disais accepter ce qui est et changer ce qui peut l'être. On est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que je vais accepter cette situation. Et si je me dis que on ne peut pas changer la situation, on ne peut pas changer la donne, et bien en fait, je suis plutôt du genre, et là pour moi, c'est un travail qu'il faudra que je fasse dans les années certainement qui viennent, mais j'abandonne. C'est-à-dire que je fais partie des personnes qui disent, en fait, la personne n'a pas envie d'aller vers ce genre de choses, etc. Ben, en fait, j'arrête. Et je me dis, ben, c'est pas grave. Donc là, je vais mettre en mode CPG. J'appelle ça CPG, c'est pas grave. Voilà. Hein. Je vais mettre en mode c'est pas grave. Et je vais dire, bah, tant pis. Peut-être que les choses changeront. Voilà. Ça prendra peut-être plus de temps, etc. Mais la personne viendra par elle-même. Et donc, mon côté jaune, voilà, fait que, en règle générale, quand ce genre de choses se passe, moi, je continue à faire ce que j'avais prévu en essayant le plus possible de montrer aux autres ce qui pourrait gagner à rejoindre à un moment donné tel ou tel système. Là, tu vois, par exemple, je vais prendre l'exemple de Act for Skills parce que c'est l'exemple le plus récent. Je suis en train de créer un mouvement autour du hashtag Act for Skills pour aider les personnes à se dire on doit passer à l'action et on doit agir pour l'emploi, les compétences et voilà toutes les actions qu'on peut mettre en œuvre. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout dans ce mood-là. Et j'ai envie de dire, bah, c'est pas grave, mais on va montrer, et on va montrer tout ce qu'on peut faire quand on est dans cette dynamique d'action, de mouvement, et puis bah, les personnes qui seront intéressées rejoindront petit à petit ce mouvement. Mais je ne suis pas là à essayer de plaire à tout le monde à tout prix. Je suis plutôt en train de me dire comment est-ce que je vais créer un système qui, a priori, va correspondre au plus grand nombre pour que chacun puisse trouver à un moment donné une place où il peut se faire plaisir et réussir. Tout en acceptant que ça ne correspondra pas à tout le monde et que c'est pas la quête de tout le monde et qu'il y a des personnes Toi, tu parles voilà, d'état d'esprit, on ne veut pas les mêmes choses. Moi, je parle souvent de carte du monde. On n'est pas dans la même carte, on n'a pas les mêmes objectifs. Et du coup, toi, tu parles d'abandonner. Est-ce que c'est aussi en lien peut-être avec le lâcher-prise? C'est-à-dire, bah, à un moment donné, moi, j'ai fait le changement que je voulais voir dans le monde, j'ai fait ce qui était ma part de travail, je peux pas faire plus.
Donc, à part continuer mon mouvement, mais toi, tu parles pareil d'entrepreneuriat au sens de l'entreprise du terme, mais ça pourrait être en fait bah, tout simplement, il veut pas s'engager, et bah, continuer à briller, à vous aimer, à faire votre vie de la meilleure manière. Et puis, s'il le voit pas, à un moment donné, c'est PG, quoi. Enfin, écris-moi, c'est Non, mais c'est ça. PG. Non, mais on n'y peut rien. Enfin, il y a un moment donné où j'ai appris effectivement à abandonner et à accepter que bah, sur certaines choses, il fallait abandonner. Mais tu vois, quand tu disais tout à l'heure, est-ce que tout ce que tu fais fonctionne, etc., ça aussi, hein, c'est l'expérience qui nous l'apprend. Mais en 2004, j'avais créé une autre structure en parallèle de CCLD que j'ai dû fermer parce qu'on n'avait pas assez de trésorerie. Bah, j'ai accepté de couper à un moment donné ce truc-là. Ça m'a fait mal au cœur parce que je me suis dit, tiens, ça marche pas. Mais il y a des choses en fait qu'il faut parfois accepter d'arrêter parce qu'on ne pouvait pas le faire, quoi. C'était pas le Ouais. moment, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Mais ça, tu en as pas parlé dans la définition de l'optimisme pour toi. Tu as beaucoup dit que voilà, c'était bah, accepter les choses, ne pas être complètement béat, mais bah, en gros, ce qu'on peut changer, le changer. Mais moi, je le vois beaucoup dans mes accompagnements, c'est qu'à un moment donné, quand on veut justement changer, évoluer et quelque part s'ouvrir à plus de bonheur, bah, parfois, il faut accepter que il y a des situations qui soient non pas compliquées, mais juste difficiles parce que les personnes qui pourraient faire en sorte que ça marche ne le font pas, ou en tout cas, la situation fait en sorte que c'est pas possible à un instant T, malgré tout l'espoir qu'on y met. Et donc, bah, parfois, le fait d'accepter cette frustration-là et de savoir se couper au bon moment de quelque chose qui ne marche pas et qui ne dépend pas de nous, ça permet aussi de s'ouvrir à un plus grand bonheur sur le long terme. Et ça, je pense que, comme tu le dis, c'est la sagesse aussi qui est Hmm. importante pour pouvoir y arriver. Ok, ben écoutez, à ce stade de l'interview, mettez-nous des CPG dans les commentaires pour nous dire qui doit être en mode c'est pas grave dans sa vie et doit apprendre à lâcher prise. Ce serait trop sympa. Ok, Même si, quand je vois un certain nombre de personnes autour de moi, parfois, je me dis, là, j'aurais pas dû lâcher. C'est ça, quand je disais que j'aurais un travail à un moment donné à faire de mon côté, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, ma partie tolérante fait que parfois je lâche trop rapidement sur des choses pour les personnes, alors que je devrais un peu plus parfois tenir le cap que j'avais défini, quoi. eh ben c'est intéressant. Je veux bien que tu développes. En fait, tu vois, il y a quelques jours, enfin même avec les clientes que j'accompagne, je parle souvent de ce qu'on appelle en PNL des critères, c'est-à-dire qu'est-ce qui me permet de savoir que, par exemple, ma valeur tolérance, elle n'est pas respectée ou elle est respectée ou que là, tu vois, en fait, c'est des KPI du développement personnel, les critères. Hmm. Toi, comment tu sais, dans ta carte à toi, on ne parle pas de la vérité générale, que tu aurais dû peut-être continuer à proposer à cette personne ou peut-être à, je sais pas, forcer le trait. Comment tu peux savoir ça? Parce que c'est un peu dangereux, c'est-à-dire que parfois, quand les personnes veulent pas, bah, elles veulent pas, et puis nous, ça nous fait souffrir que d'espérer encore qu'elles veuillent intégrer notre mouvement, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qui, toi, te permettrait de te dire, tiens, là, pour ce type de personne, professionnellement ou amicalement, ça peut être intéressant d'espérer encore et d'être encore là à faire des choses. Alors, pour le moment, tu vois, là-dessus, j'ai pas la clé. Donc, Ok, j'aurais du mal à aider. ok. Parce que quand ça m'arrive, je pense que plutôt que d'être justement dans mon personnage qui va prendre le temps, je vais ruminer. Et en fait, quand je rumine, c'est que je me dis, tiens, là, j'ai lâché trop vite. Et en fait, je le fais, c'est mon ego hein, qui reprend le dessus. C'est que je me dis simplement, si je suis en train de ruminer sur quelque chose, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir su à un moment donné soit argumenter, soit aider l'autre suffisamment, hein, et du coup d'avoir, non pas être dans le lâcher-prise ou l'abandon simple pour les uns et les autres, mais plutôt d'avoir pas pris le temps, et c'est là-dessus que généralement je vais ruminer, c'est que je me dis, j'ai pas pris le temps suffisamment avec l'autre, et ou dans l'instant qui était cet instant-là, pour mieux écouter, voilà, et réussir à trouver la meilleure solution. Et en règle générale, quand je suis en mode rumination, c'est que je me dis que j'ai lâché trop vite. Ok. Voilà, que j'ai abandonné et que j'ai pas pris le temps, j'ai pas pris le temps qu'il fallait. Et malheureusement, mais c'est lié à ton activité et à toutes les activités des uns et des autres, c'est que le côté efficacité dont je parlais tout à l'heure, le point A au point B, bah, parfois, l'efficacité prend le dessus et je lâche un truc en me disant, ça, ouais, Hmm. c'est pas grave. L'efficacité ou le besoin de se protéger?
Peut-être un peu des deux. Ok. C'est peut-être une possibilité, c'est peut-être une possibilité sur les deux. Ouais. Ok. Et dans les capacités personnelles, c'est-à-dire ce qui me permet d'entreprendre selon mes critères, donc tu as parlé d'optimisme, tu as parlé de tolérance, tu as parlé aussi de lâcher prise. Est-ce qu'il y a d'autres capacités ou qualités personnelles ou forces personnelles, ce qu'on appelle aussi des ressources, qui te permettent, selon toi, bah, d'avoir cette super compétence d'entreprendre ta vie en fait? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Bah, de mon côté, mais là aussi c'est pareil, c'est lié plutôt à moi et tout le monde peut entreprendre avec des qualités potentiellement différentes parce que je suis convaincu que tout le monde peut entreprendre. Donc, mais moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la créativité. C'est-à-dire que Hmm. je fais partie de ces personnes qui, quand quelqu'un vient me voir avec un problème et deux solutions, en règle générale, je trouve une troisième solution auquel il n'avait pas pensé ou qui regroupe les deux solutions dont il m'avait parlé, quoi. Et donc, comme j'ai ce côté un peu hors cadre, voilà, créativité, ça m'a beaucoup aidé dans le cadre de mon entreprise parce que c'est ce qui m'a toujours permis d'être différent, de me différencier et du coup de me différencier des autres. Voilà. Et à chaque fois de trouver une solution qui était pas une solution prévue potentiellement par telle ou telle personne. Et est-ce que le moteur ou le starter de ta créativité, donc trouver d'autres solutions, c'est l'optimisme? Donc j'accepte ce qui est, mais je transforme le pépin en pépite, ou est-ce que c'est autre chose? Comment tu fais pour être créatif, mais à ce moment-là pour entreprendre? Tu vois, est-ce qu'il y a des choses que tu fais, des choses auxquelles tu penses, des automatismes que tu as pour être créatif? Alors, automatisme, je ne sais pas si c'est des automatismes, mais là aussi, je pense que c'est lié à quelque chose qui est en moi. C'est-à-dire que, tu vois, quand on me demandait ce que je voulais faire quand j'étais petit, voilà, donc 6 7 ans, hein, vraiment, je disais, je veux être clown, éboueur ou chef. Voilà, c'était les trois trucs que je donnais. Et en fait, pourquoi je l'utilise? Parce que, ben, en réalité, je fais les trois aujourd'hui dans mon métier. C'est-à-dire que le côté clown, je le retrouve dans mon personnage Hope, etc., l'enthousiasme. Voilà, donc c'est vraiment lié à qui je suis. Voilà. Le côté éboueur, en fait, je le retrouve aussi parce que ce soit dans le recrutement ou dans les RH, je cherche à éliminer le plus possible ou à ce qu'il n'y ait plus de personnalités dites toxiques dans tout ça. Et pour moi, le chef, quand j'étais petit, et ça va répondre du coup à la question que tu disais, c'est que quand j'étais petit, que je parlais de chef, alors que je venais d'une famille du coup qui était quand même très à gauche, Vénitieux c'est communiste, hein, donc voilà, donc très très à gauche, pour moi un chef c'était celui qui pensait potentiellement plus vite que les autres et qui allait aider les autres à mieux réussir. Et ça me suit depuis très, très longtemps. Donc, quand on se dit, et quand on est en train de se dire ensemble, OK, bah, le fait de réfléchir à une solution, etc., c'est lié en fait à la chance que j'ai depuis, je pense, mais ça, chacun a une chance et chacun après a une aptitude différente. Moi, j'ai la chance, je pense, d'avoir eu, enfant, quand je suis né, un cerveau assez rapide et vraiment, je cherche à le mettre à profit de toutes les conversations que j'ai avec des tas de personnes, quoi. Donc, et parfois, ça m'encombre trop. Voilà. Donc, ça a un défaut hein, d'être un peu rapide. C'est que bah, tu vas penser en mode complexe, etc. Tu vas en avoir partout. Et donc, j'ai besoin de passer à l'écrit régulièrement quand je veux organiser ma pensée. Voilà. Mais j'ai appris, donc ma mécanique, pour le coup, ici, a été ma mécanique a été de me dire, OK, parfois ça va trop vite, j'ai pas la solution, ben, je vais passer par ces moments, fameux moments de respiration, etc., où je m'extrais de tout ça, je passe en mode écrit, je me note les trois, quatre choses qui vont me permettre à un moment donné de faire avancer le système. Ok, donc effectivement, tu passes par l'écrit, donc encore une fois, ces moments de respiration, de disparition où tu prends du recul et te nourrir de tout ce que toutes les discussions que tu as avec les autres. En fait, il y a aussi quelque chose que je voudrais davantage mettre en lumière et c'est sûrement quelque chose de très personnel dans ton cas à toi, de comment tu entreprends. Mais il y a vraiment quelque chose qui ressort autour de l'utilité et du collectif. Tu n'as pas utilisé ce mot-là en tant que tel, tu as parlé de communauté, mais en fait, on a presque l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression quand je t'écoute, je me dis, bah, attends, le mec, c'est une seconde Mère Teresa, quoi. Il veut aider les gens, il veut construire des choses pour les autres. Et est-ce que tu penses que c'est fondamental quand on veut, pas forcément, encore une fois, créer une entreprise, mais juste bah, créer une vie qui nous inspire, en fait, dans laquelle on est heureux?
ou pas? Est-ce que tu penses que c'est juste personnel? Parce que c'est vrai que là, pour le coup, c'est un moteur qui a l'air hyper important pour toi. Mais ce que je veux dire, c'est comment on fait par rapport à nos propres valeurs quand on n'a pas forcément tout de suite ce truc de collectif. Tu vois, tout le monde ne l'a pas, ça. Bien sûr, mais mon associé, par exemple, qui si un jour il écoute cette vidéo, il se reconnaîtra, parce que lui, il est très très rouge pour le coup. Oui, Il tu a pas, m'avais en dit fait, ça voilà. aussi. Et il a pas, en fait, Ok. au départ, cette vision plutôt collective, etc. En revanche, il a fait énormément de bien à l'entreprise. Voilà, sur une partie pour business, il allait chercher des clients, etc. Et en fait, c'était très potentiellement individualiste, ces moteurs, autour de ça. Oui, c'est Il ça, avait c'est ça. voilà, il avait Ouais, envie de gagner de l'argent, il avait ouais, et en fait ces moteurs-là lui ont permis d'accord. d'être super bon au niveau de l'entreprise et d'être hyper exigeant vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis des autres. Et il était alors dans l'entreprise, moi j'étais un peu, enfin voilà, si on veut simplifier le chose, il y avait un papa et une maman quoi. Si on veut aller au bout des stéréotypes, et lui vu en tant que entre guillemets papa hyper exigeant, hyper cassant, hyper euh, compliqué, mais malgré tout, en fait, il a fait avancer des tas de personnes qui avaient besoin de ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce que je cherche à faire, c'est généralement ne pas faire aux autres ce que moi j'aimerais qu'on me fasse, voilà, mais faire aux autres ce dont ils ont besoin. Et les personnes qui sont dans le défi individuel, il faut les amener à un moment donné, il faut les engager dans le cadre de leur entreprise, hein, de ce qu'ils vont faire, de leur projet, à pouvoir être dans ce défi individuel. C'est hyper important. On n'est pas obligé d'être dans le collectif tout le temps, hein, quand on veut créer quelque chose. Il y a des entrepreneurs qui sont seuls, voilà, et qui réussissent super bien tout seuls. Oui, Voilà. c'est juste que toi, une de tes valeurs, un de tes moteurs, même, je dirais même peut-être plus précisément une de tes focalisations, parce qu'encore une fois, dans les métaprogrammes en PNL, il y a quel est ce sur quoi la personne met sa focalisation. À chaque fois que je te pose une question, c'est tout le temps comment est-ce que je peux aider les autres à trouver leur place, comment est-ce que peux créer des communautés où chacun y gagne, ou faire en sorte qu'une réponse que je cherche me soit donnée dans un discours de l'autre et que ça lui soit utile et Mhm. trouver des solutions. Toi, ta focalisation, elle est chez les autres et c'est très utile pour toi. Mais du coup, c'est vrai que dans tes valeurs, dans tes moteurs d'action, d'entrepreneuriat, pour toi, c'est un truc hyper important qui t'a beaucoup aidé en fait et qui, dans ton style de vie, ça en fait une partie intégrante, c'est ça, hein. Exactement. Et qui me permet, en fait, tout ce que je crée, mais ça, c'est aussi le côté jaune et le côté influent, etc., sont des éléments que je crée avec comment je vais pouvoir faire passer ce type d'idées à l'intérieur des systèmes. Et là, par exemple, aujourd'hui, quand je forme des managers, je dis que ceux qui vont réussir, qui réussiront à terme, seront des managers nourrissants et pas les managers dits harcelants. Et donc, dans le côté entrepreneuriat, pour le coup, dans l'entreprise, quand je dis vous allez manager à un moment donné votre entreprise, j'explique que manager et ces lettres-là, elles ne sont pas là pour rien parce que c'est ni manager, ni manger, ni ménager. Manager, c'est faire tourner en rond. Donc, toi, tu parlais de cap, de vision, etc. Et le propre de l'entrepreneur, c'est quand même d'avoir ce leadership-là. Voilà. Essayer d'amener les personnes vers un projet commun, collectif. Hein. C'est pas manger, donc c'est pas harceler, donc c'est être nourrissant vis-à-vis des personnes. Voilà. Et ménager, c'est réussir à se dire, bah, OK, quand je manage, je ne dois pas faire à la place de l'autre, je dois le rendre acteur, parce qu'on est tous acteurs de ce qu'on fait. Et comment est-ce que je vais le mettre, et ça va te parler toi en tant que coach, mais Hmm. comment je vais me débrouiller pour mettre les personnes avec qui je travaille en zone d'effort, à un moment donné, pour qu'ils apprennent des choses. Si je fais tout à leur place, si, bah, en fait, on les met pas on les met pas dans les bonnes circonstances pour apprendre, se développer et donc se faire plaisir. Je rejoins toujours la chose sur laquelle je travaille, c'est comment est-ce que chaque personne peut se faire plaisir et réussir dans ce qu'elle est en train de faire. Et du coup, enfin moi du coup mon rôle là dans l'interview c'est vraiment de rendre ça appropriable aussi pour vous qui nous regardez, même si vous n'êtes pas entrepreneur. Et puis d'ailleurs si vous êtes entrepreneur et que vous travaillez tout seul, bah, ça peut être pour les prestataires ou même dans votre famille, dans votre système. En fait là on parle plus de système que encore une fois d'entreprise au sens strict. Mais quelque part, ce qu'il faut retenir, je pense, de ce que tu dis, c'est que toi, dans tes croyances de ce qui marche pour entreprendre sa vie, il y a déjà effectivement l'état d'esprit optimiste, pépin versus pépite, mais il y a aussi, en fait, je peux toujours trouver une solution avec les autres.
les autres peuvent me donner une solution et en trouver une ensemble. Et donc, du coup, il y a vraiment, j'ai l'impression, cette croyance hyper forte autour de ensemble, on peut y arriver. Et c'est Oui, pas que moi tout seul, mais en fait, avec les compétences que j'ai moi, donc notamment si j'ai confiance en moi, que je suis enthousiaste, et dans ton cas, que je suis créatif, bah, je vais pouvoir, en étant optimiste, faire en sorte que tous ensemble, on trouve des solutions et on co-crée ensemble. Et donc ça, c'est important, même pour vos relations, encore une fois. Là, on parlait de ces entreprises, mais c'est pareil au sein de la famille, au sein du couple, au sein des amis, etc., etc. Une dernière question concernant cette valeur de collectif, même de l'autre, je dirais. En quoi c'est important pour toi? euh, Parce que, encore une fois, dans ta notion d'entrepreneuriat, il y a vraiment l'autre qui est vraiment au centre, j'ai l'impression. En quoi c'est encore plus important pour toi de donner cette place à l'autre? Euh, J'allais dire qu'est-ce que ça t'apporte, mais ça remplit quoi en fait? Qu'est-ce qui te motive vraiment dans le fait de donner une place à l'autre, j'allais mais dire, c'est je pas lui crois que tu donner l'as les bien clés. compris. Je Ouais. crois que tu l'as bien compris et que tu l'as résumé. Je pense que c'est ce besoin, mais que tout le monde n'a pas, hein, et donc on peut Mm. avoir d'autres moteurs, hein, mais moi c'est le mien, donc je partage c'est ce besoin d'utilité. C'est-à-dire que si je fais quelque chose que je ne considère pas ou que les autres ne considèrent pas comme utile, j'ai l'impression de ne pas être utile au monde. Mais parce que voilà, c'est mon prisme à moi, et tout ce que je fais, j'essaie, voilà, que les systèmes, les choses sur lesquelles je travaille, mais à titre perso, je fais pareil du coup, donc j'ai exactement la même difficulté, potentiellement, si on peut parler d'une difficulté, c'est que tout ce que je mets en œuvre, je cherche à ce que cet élément-là soit utile à un moment donné aux personnes ou au collectif qui est autour de moi. Ok. Donc pour servir, c'est marrant parce que du coup, en parlant d'utilité, tu reviens sur l'individuel, ce qui est super parce que du coup, bah, en te focalisant sur les autres, à titre individuel, ça te permet de te sentir utile et de te rendre utile. Donc on revient sur la mission et sur C'est l'identité. exactement ça. Et quand je ne le suis pas, ce qui peut arriver, hein, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'abandon, de structure où en fait j'arrête, etc. C'est que le jour où j'ai l'impression de ne plus être utile, bah, en fait, je me dis, OK, je suis plus utile, je peux sortir complètement du système. Et c'est malheureux, enfin, et c'est ce que, quand je dis malheureusement, c'est ce que je cherche à faire par contre en permanence. Et c'est ce qui fait que j'ai créé, pour le coup, plusieurs structures que j'ai amenées à se développer, à réussir, et que dans les associations dont j'ai parlé tout à l'heure, etc. C'est que je considère que mon travail, c'est de faire qu'à un moment donné, les autres disent qu'ils n'ont plus besoin de moi, parce que je les ai suffisamment aidés pour être complètement autonomes et être complètement acteurs. Alors cette C'est fois-ci, c'est j'aimerais... pervers, hein, comme Ouais, système, hein, mais et c'est un prisme, c'est une façon de voir ta mission et ce qui est important pour toi. En plus, en coaching, le côté utile, on l'utilise énormément, c'est hyper important. Mais du coup, quand tu le remets au niveau perso, est-ce que ça change? Parce que c'est quand même pas pareil de dire, bah, j'entreprends ma vie en créant différents groupes et je fais en sorte qu'ils soient autonomes et après je me retire quand je me sens plus utile et qu'ils peuvent fonctionner ensemble. Ok. Mais du coup, au niveau perso, comment tu modifies peut-être ça pour garder ces liens? bah, je, je, je suis pas sûr de le modifier. C'est-à-dire que, Ok, mais voilà. donc on Non, va pouvoir commencer. ah non, par exemple, tout à l'heure, je parlais de mon fils qui a monté le pub. Moi, je lui donne des conseils. Je suis là pour l'appuyer. S'il a besoin à un moment donné et s'il est en difficulté, je serai toujours là. C'est-à-dire que je suis un- vraiment une bouée de sauvetage s'il y a besoin. Et je suis un gilet et tout le monde le sait. C'est-à-dire que les personnes qui me connaissent à titre personnel savent que quand il y a un problème, ils peuvent m'appeler et je suis toujours disponible au moment où il y a un problème. En revanche, Ça, c'est quand je vrai. voilà, quand je considère que j'ai fait tout ce que j'avais à faire et que la personne, a priori, n'a plus besoin, ben, en fait, je laisse faire. Mon fils, il a son appart. Les Alors, autres enfants, je les laisse avancer tout seul. Et je suis plutôt là en me disant, le jour où vous avez besoin, je serai là, vous pouvez penser à moi. merci beaucoup Cyril pour ta présence. C'était super riche comme interview. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux personnes qui veulent changer, qui veulent reprendre leur vie en main, que ce soit professionnellement parlant ou personnellement parlant? Alors, un conseil. Non, alors, je vais pas donner un conseil, je vais plutôt le faire en mode citation, tiens. Une citation qui, pour moi,
euh, devrait suivre la quasi-totalité des personnes en permanence, qui dit, alors je crois qu'elle est de Bouddha, hein, donc qui dit le secret du bonheur est de faire ce que tu aimes, le secret de la réussite est d'aimer ce que tu fais. Et ce schéma-là est un schéma qui devrait accompagner pour moi toutes les personnes. Tout le monde cherche le bonheur, voilà, le côté joie, etc. Ça fait partie intégrante de l'humain. On a besoin d'aller vers quelque chose de transcendant, etc. Et en fait, quand on fait ce qu'on aime, on est plus engagé, on est plus attentif et ça fonctionne. Voilà. Et quand on fait ce qu'on aime et du coup qu'on est plus attentif, généralement, voire très souvent, on réussit ce qu'on fait. Parce qu'en fait, on sait se donner les bons objectifs à partir de ça. Et cette phrase-là, voilà, qui a dû sortir en mode pleine conscience, j'imagine, pour moi, c'est un leitmotiv vers lequel chaque personne devrait tendre. Voilà. Le secret du bonheur est de faire ce que tu aimes. Le secret de la réussite est d'aimer ce que tu fais. Et à partir du moment où on fait ça, on est tous entrepreneurs. Super. Et ben, ce sera notre leitmotiv sur cette chaîne pour 2024. Donc, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Pour le coup, c'était très nourrissant et c'était très utile. Donc, merci Tant beaucoup. mieux. Est-ce que tu veux mettre en avant, je ne sais pas, le pub à Vienne, Act for Skills? Est-ce qu'il y a quelque chose vers lequel on pourrait se tourner si on a envie d'en savoir plus sur toi ou de te contacter Eh ben, suivez le hashtag Act for Skills sur LinkedIn. Voilà, sur on l'utilise LinkedIn? beaucoup sur LinkedIn. Voilà. Ok. Suivez ce hashtag. On va sur 2024 mettre des tas de choses autour de l'engagement des talents. Voilà. Ok, ben, je le mettrai en avant. Ce sera le premier lien en description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez soutenir le hashtag, ben, suivre le mouvement, le rejoindre pour ceux à qui ça parle et puis être entrepreneur sur différents plans. Donc voilà, comme tu nous l'as appris aujourd'hui. Ben, je te remercie beaucoup. C'était super. Si tu as une dernière chose à dire, tu peux nous la dire, mais de mon côté, ben, c'est tout bon. Non, bah, je pense on a fait le tour. C'est surtout merci à toi. C'est une super idée que de faire cette vidéo, en tout cas, et de faire venir des personnes inspirantes. Au-delà du côté inspirant, c'est un très bon lien que tu peux faire avec la PNL. Grave. Ça me paraît être le meilleur lien qu'on peut faire avec cet outil. Ben oui. Voir les mécanismes des uns et des autres et comment je peux utiliser ces mécaniques-là. Moi, j'ai lu énormément de bouquins de développement personnel, etc., qui m'ont aussi beaucoup aidé dans ma vie, en fait, dans ma vie d'entrepreneur à tâcher de prendre un peu de recul sur ce qui se passait. Donc, c'est très, très chouette ce que tu fais avec ça. Bah, je te remercie. Et d'ailleurs, bah, dites-nous dans les commentaires, enfin, c'est très très important pour moi, si vous avez bien compris ce que Cyril a compris, c'est-à-dire le but, c'est pas comment dire, de mettre en avant l'entrepreneuriat en tant que tel, mais d'encourager les personnes à être entrepreneurs de leur vie, ce qui est l'objet de cette chaîne depuis le début, la mission de mon métier, du tien aussi, et comment bah, justement tout un chacun peut se l'approprier. Donc voilà, vous me le direz dans les commentaires. Je te remercie, je te dis à très bientôt et je te souhaite Merci une beaucoup. très joyeuse année 2024. Merci, toi aussi.